Bonjour à tous, bienvenue, je suis Romain Stutzmann, président de France Autotech. Bonjour à tous, je suis Didier Génaud, délégué général de France Autotech. Bienvenue dans ce podcast dédié à l'autotech. Bienvenue à tous, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. On a un invité très sympathique qui va nous recevoir. Pour que vous compreniez, l'idée de ces podcasts, c'est véritablement de mettre à l'honneur, d'interviewer, de mettre pas sur le grill parce que c'est pas notre façon de faire, mais véritablement de mettre en avant et mettre en lumière donc un entrepreneur membre de France Autotech, quelqu'un qui a créé sa boîte et qui est confronté tous les jours à un certain nombre de difficultés. Et quand on est entrepreneur, on importe des emmerdes, on exporte de l'enthousiasme, et ben, ce sera le cas de notre invité. Donc je suis ravi aujourd'hui, qu'on puisse, voilà, faire venir, Stéphane et Didier, qu'est-ce que fait exactement Stéphane? Quel est son métier? Alors Stéphane Bro-Caillé est le fondateur de Reparcar.fr. Reparcar.fr, c'est une plateforme de vente de pièces automobiles d'occasion. Eh ben, écoutez, c'est passionnant. Stéphane, en plus, est excellent et vraiment extrêmement sympa. Il est, depuis le tout début de France Autotech avec nous et voilà, on l'accueille tout de suite. Bonjour à tous, bonjour Romain, bonjour Didier. Merci beaucoup pour votre accueil. Bienvenue Stéphane, écoute, on est ravis de te recevoir aujourd'hui. Ça fait maintenant quelques années qu'on te voit évoluer, qu'on te voit résoudre vraiment des difficultés avec un courage fou avec tes équipes et on est assez admiratifs. Est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais, enfin ce que fait Reparcar et avec un angle un peu, encore une fois, start-upper, quel est le problème que tu résous sur ce marché? Quel est ce marché? Oui, bien sûr. Donc, Reparcar.fr, donc c'est effectivement une marketplace qui est spécialisée dans la vente de pièces d'occasion automobile, mais ça va même plus loin que ça puisque c'est la vente de pièces de réemploi, donc qui comprend donc l'occasion, mais aussi l'échange standard, par exemple. Donc c'est les pièces qui sont remises à neuf, elles sont reconditionnées et remises en état pour être revendues comme quasiment neuves. Et effectivement, la problématique qu'on a rencontrée, finalement, comme beaucoup d'entrepreneurs, elle est née d'une expérience personnelle. Et j'avais besoin de changer les feux arrière de la voiture de mon père qui avait déjà 12 ans et je me suis mis en tête de me procurer de la pièce d'occasion et il se trouve que j'en ai été incapable. Il existe bien de la pièce d'occasion, on le sait, on le voit sur des sites de petites annonces, mais il faut quand même bien s'y connaître en mécanique pour pouvoir facilement trouver la pièce qui correspond exactement à son véhicule. Et la deuxième frustration, donc la première frustration c'est ça, et la deuxième frustration c'est que je suis allé voir mon garagiste qui était d'accord pour poser de la pièce d'occasion sur le véhicule, mais à condition qu'elle soit disponible à la case du coin. Donc il voulait pas travailler avec d'autres, et donc forcément il l'avait pas. Et donc de là est née finalement cette volonté de dire mais c'est insupportable que seuls les initiés de la mécanique puissent accéder à la pièce de réemploi qui est moins coûteuse et qui est meilleure pour l'environnement. Et donc on a lancé avec mon associé Alexandre Gauthier en novembre 2018 la marketplace Reparcar.fr avec cette ambition de rendre accessible la pièce d'occasion automobile aux non-initiés de la mécanique et donc soit en direct auprès des professionnels dont le client final est le particulier, ou soit effectivement le particulier qui achète directement sur la marketplace. Et D'accord, aujourd'hui, puis vas-y, je t'en prie Didier, j'allais évoquer la dimension environnementale, mais je suis sûr que ta question est bien meilleure que la mienne. on ne sait pas, on va voir. J'avais une question, les clients majoritairement sont des particuliers ou des professionnels? Alors, on a 20% de notre volume d'affaires qui est réalisé par des professionnels, mais aujourd'hui, nous visons quand même d'abord les particuliers. C'est aussi dans l'ADN de notre entreprise parce que c'était un cas personnel qui m'était arrivé. Donc, pour rendre accessible et développer la pièce de réemploi, pour moi, il fallait que le particulier sache pouvoir y accéder. Et donc, c'était tout le défi de Reparcar qui aujourd'hui développe des technologies pour simplifier l'accès à la pièce de réemploi. Aujourd'hui, on est reconnu comme jeune entreprise innovante parce que nous développons des algorithmes pour simplifier l'accès, donc la recherche de la pièce d'occasion qui correspond à son véhicule. Et donc c'est voilà, tout l'enjeu, c'est encore une fois de rendre aussi accessible le réemploi que peut être le neuf aujourd'hui.
Mais aujourd'hui, vous avez combien de pièces automobiles en disponibilité? Parce que c'est énorme. Il y a des milliers de modèles de voitures. C'est combien? C'est plusieurs dizaines de milliers? Ouais, on est à plusieurs centaines de milliers de pièces disponibles sur la plateforme. Aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de centres de déconstruction automobile. Alors, faut savoir qu'on appelle plus ça des casses auto, hein. Nous, on a la fierté aujourd'hui, et je peux vous le dire maintenant parce que effectivement, quand on s'est lancé en tant qu'entrepreneur, on a toujours quand même un grand nombre de personnes qui essayent de nous en dissuader, quand on dit qu'on est fou, qu'on va travailler avec des casses auto. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est un milieu qui est très industrialisé, qui est composé d'entrepreneurs, de beaucoup d'entreprises familiales, des gens qui veulent développer. Et aujourd'hui, c'est vraiment industrialisé, hein. Les centres de déconstruction automobile, qu'on appelle aussi des centres de véhicules hors d'usage, ils ont un agrément de la préfecture qui leur permet d'exercer leur métier et donc de contrôler la pièce, de la remettre à disposition du marché pour favoriser le réemploi. Donc c'est un marché qui est en pleine croissance, en pleine industrialisation, où on voit des chaînes de déconstruction automobile, hein. On est sur l'inverse des déconstructeurs, et ce qui permet effectivement de permettre le développement du réemploi. Et si je suis un client, quelle est la garantie que cette pièce d'occasion est de bonne qualité? Alors, tous nos partenaires aujourd'hui doivent respecter un cahier des charges, et aujourd'hui donc ils ont cet agrément aussi de déconstructeur qui en fait qui doivent respecter un certain nombre de critères et de normes. Donc aujourd'hui, toutes les pièces donc déjà d'une part sont garanties. Donc nous, sur notre site, on impose qu'elles soient au moins garanties 6 mois, mais en fait dans la majorité des cas, elles sont garanties 12 mois. Et donc c'est les centres de déconstruction qui se portent garant des pièces qui mettent à disposition du marché. Il faut savoir que en soi, on parle en grande partie de carrosserie. Donc la carrosserie, il n'y a pas de problématique de sécurité directe. Et après, même pour les pièces mécaniques peuvent être testées. Je vois pour les alternateurs, peuvent être testées, sont testées d'ailleurs par des machines qui leur permet effectivement de garantir la bonne fonctionnalité du produit. Alors, je crois que Romain voulait parler de l'économie circulaire. Je crois, Stéphane, que c'est important pour toi de dire que tu es un acteur de l'économie circulaire. Est-ce que tu peux expliciter un petit peu ce concept? Ouais, c'est vrai, et c'est vrai qu'on aime bien parler du terme d'autotech for good, et en soi, le meilleur élément de l'économie circulaire, ça reste le réemploi, parce que on n'utilise pas de matières premières, il n'y a pas de transformation du produit, on réutilise un produit auquel on prolonge sa durée de vie, et donc ça c'est une des pratiques les plus éco-responsables dans le marché. Et donc du coup aujourd'hui l'économie circulaire est une fierté d'ailleurs pour l'ensemble des collaborateurs. Aujourd'hui, je crois que l'ensemble des salariés ont besoin d'avoir de trouver du sens dans ce qu'ils font. Et aujourd'hui, avec mon associé et même l'ensemble des collaborateurs, on est ultra fiers d'avoir la sensation d'apporter quelque chose d'utile pour notre société, pour notre planète, pour beaucoup de choses. Donc, à la fois, on disrupte le marché, mais en plus, on est réemploi first, c'est-à-dire que on promeut l'économie circulaire pour mieux consommer. Et tu le sens ça, Stéphane, dans tes clients? Est-ce que quand tu interroges tes clients, quand tu es en contact avec eux, tu sens qu'il y a une vraie motivation environnementale chez une partie d'entre eux de faire appel à tes services? Alors c'est partagé. Après, faut être très très réaliste aussi, hein. C'est aussi quelque chose, un marché qui est très social, puisque on est 80% moins cher que le neuf. Faut savoir que l'automobile, c'est le deuxième centre de coût du foyer après l'habitation. Nous, souvent la réparation, c'est un achat qui est douloureux.
Donc on n'a pas prévu, c'est pas au budget, c'est une dépense qui doit être réglée rapidement parce que c'est le seul moyen souvent de mobilité pour la majorité des gens. Donc il y a l'aspect quand même prix qui est important mais on peut pas renier le fait qu'effectivement aujourd'hui, et c'est pas vrai que dans l'automobile ou dans la pièce auto, c'est vrai sur l'ensemble des marchés, il y a une volonté des consommateurs de mieux consommer, d'acheter utile. Et c'est ce que nous on aime proposer, c'est-à-dire que qu'on parle quand on dit réemploi first, c'est-à-dire que c'est moins cher, c'est éco-responsable et ça permet de reprendre son véhicule rapidement puisque même la livraison de l'ensemble de nos partenaires, ça fait partie du cahier des charges qu'on demande, c'est que la livraison est en 48 heures, donc soit à domicile, soit directement chez le garagiste. Et on se rend compte qu'on a une grande population d'ailleurs de particuliers qui sont ce qu'on appelle des do it for me. C'est des gens qui ont proche d'eux un cousin, un père, un ami ou même le garagiste qui va faire le montage pour eux. Donc c'est une population qui est très grandissante aussi, qui cherche à la fois le prix et le système le plus pertinent pour eux. Donc on est fiers de pouvoir apporter ça puisque aujourd'hui on le voit dans les commentaires de nos utilisateurs, c'est souvent ce qui remonte, c'est la simplicité de la recherche et la qualité du produit qui est reçu. Et avec des prix 80% inférieurs au neuf, comment réagissent les garagistes traditionnels? Alors, en soi, c'est souvent les garagistes aujourd'hui, ils le faisaient déjà en fait. En réalité, il y a, on parle beaucoup des garagistes, mais ils proposaient déjà la pièce d'occasion. Maintenant, ils étaient restreints on va dire, à leur périmètre régional. Nous, notre idée, c'est de pouvoir élargir cette offre. Qui puissent acheter sereinement, puisque le rôle aussi de Reparcar n'a pas de stock, c'est le stock de ses marchands qui sont ses partenaires et qui voilà et qui sont garantis et pour lesquels on est un tiers de confiance, ce qui fait que pour qu'on ne puisse plus entendre ce qui a été ma première expérience, que j'ai pas confiance d'aller acheter ailleurs. Donc le garagiste en soi, il est de bonne volonté. C'est aussi une volonté de leur part d'accompagner et d'aider leurs clients parce que qui n'ont pas toujours les moyens de passer ce cap de la réparation et il faut trouver des solutions pour payer parfois moins cher et les garagistes l'ont toujours fait. Maintenant on peut leur permettre de le faire plus largement avec Reparcar en s'approvisionnant plus simplement et avec sérénité. Voilà. Ok, alors on a bien compris ton marché. Moi, j'aimerais qu'on ait un angle un peu plus start-up parce que et entrepreneurial, puisque c'est quand même le ton de ces podcasts-là. On a tous une problématique à régler. Et ce qui est un peu intéressant, c'est comprendre, quand on ouvre le capot finalement de ta boîte, quelles sont les difficultés que tu es amené à résoudre. Parce que quand on voit ça de l'extérieur, on s'en rend peut-être pas compte, mais j'imagine que tu as des problématiques de base de données assez dingues à gérer, que tu dois avoir tu dois devoir concilier finalement une rapidité de delivery et de réponse à ton client, tout en ayant finalement des bases de données et des données très difficiles à gérer. Donc, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer qu'on peut finalement, on ne peut pas s'en douter en étant à l'extérieur? Alors c'est vrai que les gens ont l'habitude de taper leur plaque d'immatriculation et paf, ça leur remonte des pièces neuves et en pensant qu'on a l'ensemble de l'information constructeur de leur véhicule, alors que finalement pas du tout. Donc nous on a été une des premières places de marché de l'occasion à proposer la recherche par plaque d'immatriculation pour simplifier
cet achat. Mais il faut savoir qu'on est restreint à une information très succincte qui est l'information liée à la carte grise, qui est anonyme, hein, bien sûr. On ne sait pas qui tape la plaque d'immatriculation. On n'a pas du tout accès à ces informations-là. Mais ça nous dit pas la spécificité qui peut y avoir sur le modèle. C'est-à-dire que un phare avant, il peut être chrome, il peut être gris, il peut être il peut avoir il peut être xénon, il peut être halogène. Et même avec le châssis, parce que tu fais un lien entre l'IMAT et le châssis normalement. Si tu as l'IMAT, tu as le châssis. Avec le châssis, tu peux pas effectivement avoir une finesse comme ça sur les pièces? L'information, elle vient du constructeur, donc il faut avoir un appel constructeur pour savoir exactement quelle est la pièce qui a été posée à l'origine sur ce véhicule. Mais il faut savoir que dans le e-commerce, les marges sont quand même sont basses. Il y a beaucoup de volume qui doit être traité et donc quasiment aucun n'appelle le constructeur. On est sur des tarifs qui sont pas rentables pour du e-commerce. Donc, plusieurs euros, j'imagine. C'est plusieurs euros par appel pour que le constructeur te donne la réponse. Exactement. Donc du coup, en sachant qu'un utilisateur qui arrive sur une plateforme, il va pas forcément acheter. Donc il y a un sujet quand même de conversion qui est nécessaire et qui est important à prendre en compte. Et puis encore une fois, aussi dans les choses que les gens parfois ne savent pas. Et je parle du coup aux autres entrepreneurs. Je suis régulièrement appelé en disant ah oui, donc tu as une marketplace, comment tu fais comment je peux faire pour faire ma marketplace? Une marketplace, c'est très compliqué à mettre en place. Il faut savoir gérer des volumes de bases de données très importantes, puisque à la différence d'un site e-commerce classique où il y a qu'un seul vendeur avec un seul stock, là il faut savoir gérer le stock de tous ces vendeurs en simultané pour pouvoir gérer l'exhaustivité à la fois du stock et ne pas vendre une pièce qui n'est plus disponible en fait chez le vendeur. Donc il y a une grosse partie technique qui est à prendre en compte et qui nécessite du coup des ingénieurs pour pouvoir développer ce type de produit et marketplace, et particulièrement sur l'automobile où l'automobile il suffit, c'est pas comme des iPhones où on choisit entre quelques iPhones et puis si on aime finalement il y a plus d'iPhone de tel truc, éventuellement je pourrais prendre un Samsung. Là sur l'automobile il y a qu'une seule pièce qui est compatible avec votre véhicule, vous avez pas le choix, donc il faut qu'on vous pousse la bonne pièce et donc c'est tout l'enjeu de Reparcar, c'est d'être le meilleur moteur de recherche pour pousser la bonne pièce de réemploi à son utilisateur. Et il y a une dimension commerciale également, parce que dans une marketplace, tu dois gérer le client final, mais aussi le vendeur. Et finalement, est-ce que tu as plus de travail pour gérer les vendeurs que gérer les clients? Finalement, c'est un peu un double travail. Alors, ça te substitue, ça t'évite d'avoir à gérer la logistique, parce que c'est ton vendeur qui expédie, mais quand même, tu as quand même une gestion commerciale, à mon avis, qui du coup n'est pas simple. Ouais, tu fais très bien de le dire, Romain, parce que c'est exactement ça, et c'est toute la difficulté de la place de marché. La place de marché, elle a deux clients. Elle a l'utilisateur qui visite son site et elle a ses marchands. Il faut réussir à satisfaire les deux clientèles et il faut réussir à faire monter les deux clientèles en même temps. Puisque à un moment donné, on va avoir beaucoup d'offres, pas de demande. Donc, à chaque fois, il y en a un qui va être satisfait et pas l'autre. Donc, du coup, il faut réussir à faire monter les deux clientèles en même temps. Et donc, ça nécessite de l'énergie des deux côtés. Il faut aller faire de l'acquisition client pour permettre à ces marchands de vendre plus. Et il faut avoir de plus en plus de marchands pour avoir de plus en plus de pièces et satisfaire les utilisateurs qui cherchent une pièce. Donc, c'est toute la particularité de la marketplace qui nécessite effectivement une très bonne organisation pour savoir gérer ces deux piliers en même temps, parce que nous qui sommes très customer centric, c'est-à-dire que l'utilisateur est notre priorité, et la satisfaction client est notre priorité, ça l'est aussi pour nos marchands. Mais voilà, on a du coup tout un service qualité qui gère donc cette relation aussi entre le client
utilisateur et le vendeur, de sorte que voilà, il y ait bien une parfaite harmonie entre tous ces acteurs. Nous en tant que nous qui mettons en relation et voilà, ces deux clientèles. On voit la difficulté de créer une start-up, de trouver des clients, de satisfaire les fournisseurs. Moi, j'ai une question sur le management d'équipe, parce qu'il faut aussi embarquer des gens dans son projet. C'est pas rien. On sait que la vie du start-up, c'est compliqué. Il y a de l'inconnu, il y a des hauts et des bas. Est-ce que tu as des bonnes recettes, Stéphane, pour être fonctionnel, pour aller vite, pour maintenir un esprit d'équipe? J'aimerais bien avoir la recette. Après, on va dire que je fais de mon mieux et j'espère que mes équipes trouvent aussi. Mais en soi, voilà. Donc nous, et particulièrement avec cette année 2020 qui a mis pour tout le monde beaucoup de choses en cause, il a fallu essayer de continuer à avoir une cohésion d'équipe à distance. Donc effectivement, donc on a mis en place un daily tous les matins, donc de 15 minutes, où chacun retransmet à l'ensemble de l'équipe ce qu'il a fait hier et ce qu'il va faire aujourd'hui, et toujours dans l'esprit que ça apporte quelque chose aux autres. On n'est pas dans l'itération des tâches qu'ils font, ça, on s'en fiche. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça apporte aux autres. Donc et donc ça peut être une anecdote, parfois on en a des rigolotes, mais voilà, c'est pour garder cet esprit, ce lien entre nous sur ce qu'on est en train de faire au profit de la marketplace, de nos vendeurs, de nos clients. Et donc tous les matins, voilà, on commence à 9h15 avec ce daily qui est, voilà, il a fallu qu'on apprenne aussi. Au début, on savait pas faire ça, et donc il a fallu qu'on apprenne. Au début, c'était nul. Puis maintenant, c'est de mieux en mieux. Puis on est de plus en plus détendu sur ce sujet, et surtout de plus en plus efficace. Et c'est ça qu'il faut retenir. Je crois que quand on est entrepreneur, on passe son temps à apprendre, parce qu'au début, on venait pas de là. Et quand c'est sur notre première entreprise, et on passe nos journées à apprendre, et donc à se prendre des vestes. Parfois même avec les équipes. Parfois, je me plante. On me le dit, on recommence, on refait, on fait autrement. Donc, faut pas avoir peur de se tromper, parce que de toute façon, celui qui se trompe pas, c'est qu'il a pas ouvert les yeux, ou alors il est vraiment très bon. Mais non, je fais beaucoup d'erreurs, c'est certain, mais j'apprends tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est tout à fait normal, et c'est ça la beauté de l'exercice, je dirais. C'est que entreprendre, encore une fois, je le dis souvent, mais c'est vraiment important de comprendre que quand on entreprend, les entrepreneurs sont très méritants. Ça demande du courage, ça demande de mettre en péril son équilibre personnel, son équilibre financier, son équilibre familial. On donne tout dans sa boîte, et en plus, effectivement, on repart de zéro, et on se remet en question en permanence. Donc c'est vraiment très difficile. Donc encore pour ça, bravo pour tout ce que tu fais avec tes équipes, parce qu'effectivement, c'est difficile. Je sais que tu as connu une période où tu as dû changer de CTO. Trouver un CTO, c'est une des complexités que les start-upers et les entrepreneurs doivent trouver, notamment dans la tech, parce que le CTO joue un rôle central. Est-ce que tu peux nous en parler, ou peut-être pas, ou nous dire comment est-ce que tu as réussi justement à trouver la solution, à optimiser et à faire que ce problème devienne au contraire une solution qui t'a permis d'accélérer encore plus vite? Alors oui, effectivement, le CTO est pour nous central. Aujourd'hui, nous, on est une boîte technologique. Je l'ai dit, je crois, au début, on est reconnu comme jeune entreprise innovante. Donc, il faut qu'on gagne nos galons et qu'on les mérite. Donc, on fait beaucoup de R&D. Alors, au début, on a commencé où c'était moi qui étais CTO. Alors donc en gros, on n'avait pas de CTO, et il a fallu voilà, créer cette envie, trouver la bonne personne. Alors il se trouve que moi j'ai eu un alignement de planètes quand même, puisque c'était notre CTO, c'est Frédéric Léo, qui était l'ancien CTO de BFM TV, où je travaillais, en tout cas pour la partie digitale, et donc voilà, on s'est retrouvé un peu à ce moment-là. Enfin, on s'était vu un peu à ce moment-là. Donc je l'ai appelé en disant que j'avais besoin de lui, que j'avais besoin d'aide, et finalement voilà, il a accepté de continuer l'aventure avec nous.
Et aujourd'hui, on est très fiers, on est super contents d'avancer ensemble. J'ai pas vraiment effectivement de conseils sur comment recruter un CTO, puisque j'ai recruté quelqu'un que je connaissais. Mais voilà, aujourd'hui, nous, c'est un pilier de notre entreprise parce que on est une boîte tech et le CTO est celui qui va structurer techniquement notre produit chaque jour est une nouveauté pour notre produit. Alors chaque jour, j'exagère un peu parce que on fonctionne en sprint, donc sur des périodes de 15 jours. Donc on travaille une thématique pendant 15 jours et on réitère jusqu'à réussite et on repasse ensuite sur un autre sprint de 15 jours avec une autre thématique. Donc voilà notre organisation. Et aujourd'hui, voilà, on est très fiers d'avoir réussi à atteindre notre product market fit, qui est ce que toute startup doit rechercher, puisque c'est le moment où on a la satisfaction d'avoir un client, un produit qui a atteint sa cible et qui va du coup pouvoir grandir. Une petite pub, avant que Didier enchaîne sur, le parcours. Une petite pub non rémunérée pour, cofondateur.fr, qui est une plateforme qui met en relation des entrepreneurs comme toi et peut-être ceux qui nous écoutent avec des CTO qui cherchent des projets à monter. Donc, en passant, petite pub pour eux qui, en fait, rendent pas mal de services. Et je crois que Didier, tu avais une question sur le parcours? Parce que tu as entendu le mot BFM qui est un mot qui sonne, je crois, qui sonne à tes oreilles, puisque je crois que tu es passé aussi par la case BFM en tant que journaliste? Alors moi aussi, je suis passé par BFM. Alors Stéphane, je t'ai entendu dire et je sais que tu es passé par BFM. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta vie d'avant, avant le monde des startups? Ouais, effectivement. Donc, j'ai été pendant 6 ans dans le groupe Nextraio TV. Donc, j'ai commencé tout en bas, assistant contrôleur de gestion, donc même en tant qu'apprenti. Et donc, c'était une expérience formidable parce que je suis monté petit à petit. Donc, au début, j'étais dans le print et le digital, et puis je me suis spécialisé dans le digital et jusqu'à devenir du coup directeur de gestion de l'ensemble du digital du groupe. Et ça a été une expérience énorme parce que déjà d'une part apprendre à traiter le compte de résultat dans sa globalité, je trouve que c'est une chose très importante quand on est en start-up et enfin ou même entrepreneur. C'est très important de maîtriser ces points. Et j'ai eu la chance, voilà, d'avoir des équipes. Il y avait donc à l'époque dans la filiale digitale 150 personnes voilà des gros budgets. Et donc à cette époque-là, en fait, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que une de nos plus grosses lignes budgétaires, c'était la technique, et j'ai passé énormément de temps à comprendre comment fonctionnait finalement l'ensemble de ces centres de coûts. Voilà, et ce qui m'a fait passer d'ailleurs beaucoup de temps avec Frédéric Léo à l'époque, parce que voilà, l'objectif c'était de trouver l'équilibre financier, et puis chaque euro comptait. Voilà, et ça m'a appris aussi ce qu'était le cost efficient. Donc, on dépense que si c'est nécessaire, que si c'est compris et que si ça rapporte. Et donc, voilà, c'est effectivement, ça m'a construit, ça m'a donné envie d'entreprendre parce que j'ai eu la chance d'être intrapreneur d'une certaine façon chez Nextraio TV, et voilà, et donc ça m'a permis aussi, voilà, de pouvoir m'envoler derrière et créer Reparcar avec mon associé. En gardant des bonnes habitudes de ton passé professionnel précédent. Mais Voilà. bon, tu as quitté une belle entreprise dans les médias, en forte expansion. Pas de regret aujourd'hui d'être dans le monde plus sauvage des startups? C'est une autre vie, c'est certain, mais là, je me bats sur des choses en lesquelles je crois fortement. Et c'est une autre aventure. J'aimais beaucoup l'aventure d'avant. J'aime encore plus l'aventure d'aujourd'hui parce que c'est un combat permanent sur
plein de choses, des difficultés, mais aussi des réussites, heureusement. Et c'est toute la vie de l'entrepreneur qui passe son temps à avoir des hauts et des bas. Et ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir le plus de réussite possible, et que quand on est dans un bas, en sortir le plus rapidement possible pour pas, pour garder toujours le moral et le sourire. Donc non, je regrette pas. J'ai jamais autant appris en 3 ans que tout avant. Tout va à une vitesse quand même énorme, même si on a eu beaucoup de freins. L'année 2020, encore une fois, a été une expérience en elle-même, pour tout le monde, je crois. Et ce qui compte, c'est d'avancer. Et je crois que la start-up, c'est ce qu'il y a de plus révélateur dans ce système, de dire j'avance. En entreprise, c'est pas toujours facile de dire j'avance. On n'est pas décideur, pas toujours. Enfin, en tout cas, on n'est pas seul. Et même si je suis pas seul non plus ici, mais on a l'obligation d'avancer en permanence. Et ça, c'est aussi de l'adrénaline, et ce qui nous fait nous lever tous les matins. Hein. Mais c'est très clair. Je crois que le mot regret, vous l'aurez jamais. Je m'adresse à tous ceux qui veulent entreprendre et qui veulent créer leur boîte ou qui l'ont créée. Le mot regret, il n'existe pas quand on bascule du monde d'une grosse boîte vers la start-up. C'est tellement excitant, il y a tellement d'adrénaline et la liberté n'a pas de prix. On a une liberté dingue. Donc le mot regret, en fait, je crois jamais personne, en tout cas dans ceux que je connais et personnellement, on ne regrette pas. Par contre, il y a des difficultés, ça c'est sûr, qu'on a beaucoup de difficultés à surmonter. Mais le mot regret, non, aucun doute. Tu as parlé tout à l'heure de cost efficient, Stéphane. Est-ce que tu appliques cette notion de cost efficient? Et j'en suis sûr, mais comment ça se traduit dans ta startup? Et est-ce que tu as des best practices? Tout à l'heure, tu nous parlais de méthode agile. Est-ce que tu as mis en place des méthodes qui t'ont permis véritablement de voir une vraie différence en termes d'efficience et d'optimisation des process et des résultats qui ont été révélés au sein de ta boîte? Alors effectivement, donc pour répondre à la première question du cost efficient, je pense que l'ensemble de mes collaborateurs le sauront. C'est-à-dire que moi, c'est pas parce que c'est au budget que ça doit être dépensé. En fait, le budget pour moi, c'est une vision, c'est une ambition, c'est une histoire. Mais quand on arrive le jour J sur la colonne de tel mois, peu importe le montant qu'il y a dans ce budget, si il n'est pas nécessaire ou s'il est trop tôt, etc. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qui nous a sauvés. Parce que à un moment donné parce qu'on a quand même réitéré 3 fois pour réussir à sortir Reparcar.fr tel qu'il existe aujourd'hui, ça a été une difficulté technique avec 2 échecs avant d'arriver à là où on est aujourd'hui. Et donc, ce qui nous a sauvés, c'est effectivement ça. C'est pas parce que c'est au budget que ça doit être dépensé. Donc, c'est ça que j'appelle le cost efficient. C'est un budget n'est pas fait pour être dépensé. Un budget, il est là pour donner une histoire, donner une vision, une route, mais en aucun cas un droit de dépense. Voilà. Après, donc dans les pratiques qu'on met en place, on utilise un certain nombre d'outils, de KPIs qu'on suit pour respecter un certain nombre de paliers. Mais aujourd'hui, la chose sur laquelle je suis tous les jours, c'est le cash burn. Et je pense que toutes les startups se retrouvent dans cette situation, ou en tout cas ont intérêt à se retrouver à mesurer ça, c'est le cash burn. C'est-à-dire que peu importe le budget, il faut mesurer son cash burn et il faut savoir combien de reste à vivre il y a si la boîte n'est pas encore à l'équilibre. Et donc voilà, c'est la chose que je suis tous les jours. Et puis après, en termes de best practice et d'organisation, on évolue beaucoup, on change beaucoup de choses. On utilise donc Whereby par exemple comme outil pour nous retrouver en visio, ce qui nous permet effectivement d'avoir des petits chats rapides. Dès qu'on a une question, on échange sur Slack et ensuite on dit attends, rejoins-moi sur Whereby en salle 1
Voilà, comme ça, hop, on peut échanger rapidement, comme si on était à proximité, hein, puisque aujourd'hui, hein, tout le monde est en télétravail, donc faut savoir jouer avec ça. On utilise Geckoboard, qui est justement du coup l'outil partagé par l'ensemble des équipes pour avoir des KPIs en temps réel, donc l'ensemble des ventes, l'ensemble des audiences, etc. Donc pour que tout le monde soit bien à jour sur l'activité de l'entreprise. Et puis après, on utilise des outils communs de CRM, etc. qui permettent de pouvoir suivre tous, notamment sur le service client, le service qualité, qu'on puisse avoir tous la même information en cas de litige avec un client ou en cas de gestion d'un sujet. On a des outils de CRM, donc on utilise Axonote pour un certain nombre de sujets de CRM et HubSpot. Un grand merci Stéphane pour cette plongée dans Réparcar et merci pour toutes ces astuces d'entrepreneurs qui, à mon avis, serviront peut-être à d'autres, en tout cas les inspireront. Il ne reste plus qu'à te souhaiter une bonne route, hein, en tout cas sur un plan professionnel avec Réparcar, qui a l'air de décoller très très fort. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, des commentaires, que vous voulez entrer en contact avec Stéphane, n'hésitez pas à nous joindre via notre site web ou les réseaux sociaux. Et puis, on vous donne rendez-vous pour un prochain podcast Autotech. Romain, tu voulais peut-être dire un dernier mot ? Je voulais vraiment remercier Stéphane et merci Didier de nous avoir accompagnés dans cet exercice qui est un premier épisode, mais on a l'intention d'en faire un certain nombre. L'idée est véritablement de mettre en lumière des entrepreneurs extrêmement méritants comme Stéphane avec ses équipes. On dira jamais assez qu'en France, les entrepreneurs, s'ils peuvent réussir en France, ils peuvent réussir partout, vu le nombre de difficultés qu'il faut surmonter, qu'elles soient techniques, légales, fiscales, juridiques, voilà. Et donc voilà, donc un grand chapeau à ces entrepreneurs et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Stéphane.